Je sais pas, c'est pod ou pod? Pod. Ah, podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. S'il y avait un mot pour la caractériser, ce serait oser. Parce que Valérie, elle a osé. Elle a osé changer de vie, osé prendre un nouveau chemin, osé une nouvelle profession. Mais par-dessus tout, elle ose parler. Elle ose échanger sur des sujets tabous et elle ose mettre des mots. La Covid, en quelque sorte, ça a été pour elle son tremplin. Parce qu'elle a repris le chemin de l'école alors qu'elle avait une profession déjà bien accomplie. Elle nous expliquera aussi que parfois il y a une petite voix qui te guide vers ailleurs. Dans cet épisode, elle ose nous parler de sexualité, de consentement, de lâcher prise, de rapport au corps. Aujourd'hui, psychothérapeute gestalt et sexothérapeute, elle nous raconte un petit peu son déclic, son parcours et son nouveau métier. Avec une voix douce, elle libère la parole et aborde sans tabou des sujets liés à l'intimité. Valérie, merci d'être là. Merci Camille. Je suis ravie d'être avec toi et de passer ce moment ensemble. Alors avant tout et pour que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es, décris-toi avec tes propres mots. Alors, merci beaucoup Camille, moi aussi je suis très contente de passer ce moment avec toi pour expliquer un petit peu ce que je fais aujourd'hui, ce que je propose. Donc je m'appelle Valérie Kivogne, je suis dans le monde de l'entreprise depuis maintenant de très nombreuses années, presque plus de 30 ans. J'ai travaillé beaucoup dans l'événementiel, dans le monde des salons professionnels, dans le monde des séminaires, dans le monde d'accompagner les entreprises pour créer de beaux événements, pour qu'ils puissent se montrer avec plein de jolies choses. J'aime beaucoup, j'ai toujours aimé accompagner les personnes. Et puis petit à petit, dans le monde professionnel, j'ai accompagné au-delà des entreprises des personnes, des équipes. Et il y a eu un gros chamboulement pour moi dans ma vie professionnelle qui a été le Covid, puisque le monde événementiel a beaucoup souffert de cette période-là. Donc mon activité s'est mise à zéro. Mais quand je te dis zéro, c'est zéro, plus rien. Et donc je me suis dit, si tu dois faire autre chose de ta vie professionnelle, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois le faire quelque chose pour toi, faire quelque chose qui te plaît, apprendre peut-être de nouveau. Et donc j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école, de m'occuper de moi, pour pouvoir m'occuper des autres. Ce qu'on ne fait pas assez finalement. Ah voilà, je me suis écoutée et je me suis dit fais-le, c'est maintenant. Et donc il y a plus de 5 ans maintenant, j'ai repris le chemin de l'école. J'ai été à l'EPG, l'école parisienne de Gestalt, qui est une école, on va dire, de thérapie, pour devenir thérapeute. Donc je suis certifiée aujourd'hui Gestalt praticienne. Parallèlement à ça, j'ai fait une école de sexothérapie qui s'appelle l'ESOG. Et parallèlement à ça, j'ai fait une école de danse-thérapie également, avec comme outil l'expression primitive. Et voilà. Tu peux nous dire, alors, comment t'en es arrivée à ce choix ? Parce qu'on dit le ou la Gestalt. La Gestalt. La Gestalt. Moi aussi, j'ai mis 1 an avant de pouvoir le prononcer correctement. Eh on fera que c'est toi qui diras ce mot, du coup. Comment t'en es arrivée à ce choix ? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit vraiment plus dans l'accompagnement de la personne plutôt qu'autre chose, quelque chose peut-être artistique ou autre? Alors, le monde de la Gestalt ou le monde du développement personnel, c'est un monde que je côtoie depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Okay. Depuis l'âge de 20 ans, je me forme de manière régulière. Je suis formée au shiatsu, je suis formée au massage. J'ai même fait de l'ostéopathie pendant 2 ans, quand j'étais toute jeune. Ouais, donc c'est des choses ça a mûri. Ça a mûri, voilà. Ça a mis du temps pour mûrir. Et puis, j'ai rencontré la Gestalt dans le cadre du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, dans lequel je suis membre engagée
depuis quelques années, depuis 17 ans même. Et donc, j'ai rencontré des formateurs Gestalt au long de mon parcours de formation dans le cadre du CJD. Et c'est vrai que c'est des petits pas par petits pas, quoi, des petits bouts par petits bouts, des petites portes qui s'ouvrent parce que tu te formes ou tu fais une formation sur tel sujet qui dit « Ah ben oui, tiens, voilà ». Et donc, c'est quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Il se trouve également que j'ai un mari qui a fait une reconversion il y a une quinzaine d'années et qui est également gestalt thérapeute. Ah d'accord, il y a quand donc même, voilà, il y a un petit peu de il y a quand même un petit lien. Ouais. Et alors j'ai lu un petit peu tes nouvelles propositions d'activités et d'ateliers boudoir. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, les ateliers du boudoir, on les a créés avec une consoeur qui s'appelle Diane. Donc, c'est sorti, c'est l'idée. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens juste un petit peu en arrière. Donc, j'ai une casquette sexothérapie également. Donc, c'est un sujet sur lequel je me suis intéressée il y a longtemps déjà. J'ai travaillé personnellement et avec mon compagnon sur le sujet pour travailler sur nous, pour être mieux ensemble, mieux communiquer, mieux être ensemble depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est un sujet sur lequel moi je travaille depuis un bout de temps. Et lorsque j'ai commencé à suivre l'école spécialisée en sexothérapie, donc j'ai fait la connaissance de Diane, qui fait le même parcours que moi, et on a décidé de monter les ateliers du boudoir. Alors, pourquoi, tu vas me dire? Ouais. Alors déjà, dans notre entourage, quand on parle de sexothérapie ou de sexualité, sans parler de thérapie, mais de sexualité, alors déjà, il y a des gens qui te regardent, qui deviennent tout rouges, tu as ceux qui tournent la tête, les yeux, surtout ne m'en parlez pas, et tu as une espèce de... il faut pas en parler, c'est comme si c'était tabou, Ouais, c'est ça, il y a du déni, non mais c'est pas pour moi je n'ai pas besoin de me poser des questions là-dessus, tout va bien, etc. Et donc on s'est dit ce serait bien de créer un espace de parole où simplement, sans parler de thérapie, sans parler de dysfonctionnement et tout ça, pouvoir juste ouvrir la parole sur le sujet, c'est-à-dire mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive personnellement, ou des mots simplement sur le sujet, sur tous les sujets, sans que ce soit un tabou, pour libérer la parole. Donc et auprès de qui, du coup, c'est comme public? Auprès de toute personne qui souhaite en parler, mais qui n'ont pas forcément d'espace pour pouvoir le faire. Alors, bien sûr, on en parle avec des copines, on peut parler parfois en soirée, mais bon, généralement, on se moque, généralement, on ne sait pas forcément répondre aux questions, aux interrogations. Voilà. Tandis que là, c'est un espace qui est sécurisé dans le sens où c'est un espace confidentiel. On est entre personnes adultes qui souhaitent parler du sujet. C'est des célibataires, des couples, c'est plutôt quoi? Il y a des couples. Il y a des couples qui viennent en couple. Okay. Il y a des personnes qui sont en couple qui viennent seules. Et puis, il y a des célibataires de tout âge, de tout genre, enfin de tout horizon et sans aucune discrimination de genre. Okay. On accueille ce qui est là, dans l'ici et maintenant. Ceux qui ont envie de parler de ce sujet. Exactement. Alors justement, pour qu'on comprenne, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui sexualité ? Est-ce qu'il y a une définition type ou pas ? Alors oui, il existe une définition d'ailleurs qui est donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité. Et ce n'est pas seulement l'absence de maladie, l'infirmité ou les dysfonctionnements, c'est vraiment avant tout un état de bien-être d'abord. Donc ça implique un certain nombre de choses. Comme quoi, par exemple ? Alors, comme quoi ? C'est-à-dire, comme l'état de bien-être ? Ouais. Alors, l'état de bien-être, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Qu'est-ce que ça implique, en fait, cette définition ? D'abord, plusieurs choses. La première, c'est la sexualité, je dirais que c'est comme... moi, j'appelle ça un petit peu comme on appelle le développement personnel. On peut mettre un peu tout. Il y a le développement sexuel, pour moi. Et puis, c'est rendre ta vie intime... qu'elle soit plus douce et plus plaisante, parce que on peut imaginer une vie sexuelle complètement débridée et tout ça. Non, une vie intime, ça peut être vraiment quelque chose de très doux, quelque chose de très sensuel, quelque chose de plaisant. C'est connaître le langage de ton propre corps avant tout, ta propre sensualité, te connaître toi. C'est se découvrir, se découvrir sensuellement et sexuellement, sans partir dans les tours, sans partir dans des trucs...
pornographique, parce que souvent on associe le sexe à la pornographie. Ouais. Il y a souvent cette image qui revient, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Est-ce C'est que juste se découvrir et se respecter pour moi. Et est-ce que tu trouves que aujourd'hui on parle quand même plus facilement de ce sujet, ou est-ce que ça reste encore tabou comme avant? Alors, je sais pas ce que tu appelles tabou comme avant. Tabou comme avant, je dirais que depuis quelques années, avec la liberté de parole, avec la liberté de qui on est finalement, je trouve que ça a quand même libéré les Oui. pensées. Oui, complètement. Oui, moi je ressens une grande différence, surtout sur les générations, les plus jeunes générations, qui mettent plus de mots dessus, enfin qui ont plus, avec MeToo notamment, il y a quand même eu une libération de la parole qui s'est faite, mais c'est dans les jeunes générations. Si tu passes les 30 ans et plus, c'est pas forcément... Ouais. Tu vois. Et donc... moi, je fais partie maintenant, je suis pas de ta génération, je suis après, enfin, je suis Ouais. plus vieille. Et donc, dans ma génération, ou même peut-être dans la tienne aussi, on a du mal à mettre des mots forcés sur toute la sexualité. De parler librement sur ton plaisir, ta jouissance, qu'est-ce qui te fait du bien. Parce qu'on parle de l'intime, on parle de ses On est assez émotions. coincé quand même. On est coincé, ben oui, c'est ça. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une libération, mais il y a encore beaucoup de tabous, il y a encore beaucoup de non-dits. On n'ose pas. On n'ose pas parler de ces choses intimes, ces choses entre Ces guillemets. choses, c'est entre Ouais, guillemets. ces choses. Notre plaisir. Le plaisir, c'est quoi ? Et pourquoi toi, t'as senti l'importance de parler sur ce sujet? Est-ce que c'était un besoin pour toi? Est-ce que t'as senti une petite voix qui t'a dit ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi me libérer personnellement? Ou est-ce que vraiment tu as senti qu'il y avait un besoin auprès des autres? Il y a plusieurs choses, je pourrais répondre de plusieurs manières. D'abord, moi j'ai des jeunes adultes à la maison, comme enfants. Et c'est vrai, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au sujet, ils étaient ados. Jeunes ados pour le coup, et j'ai toujours eu du mal en tant que mère à leur parler du sujet, de plaisir, de leur corps, de respecter son corps, de connaître leur corps. Donc ça a toujours été, alors pas un sujet forcément tabou, mais pas de connaître les mots pour le dire simplement. Alors pas connaître, bien sûr que si on connaît les mots, mais vraiment de quoi on parle. Voilà, c'est de quoi on parle exactement. Donc il y avait ça. Et puis j'ai eu l'occasion de parler avec certains de leurs camarades qui pour le coup n'avaient aucune communication dans leur propre famille. Et je me suis dit mais c'est dingue. Le plaisir du corps est à portée de la main de tous, sauf qu'on n'a pas cette connaissance, on n'a pas cette éducation. À l'école, il y a très peu d'éducation sexuelle. Donc en fait, quand on arrive entre guillemets à un âge où la sexualité devrait être épanouissante pour tous, et on arrive avec des peurs, on arrive avec, on connaît pas notre corps, on connaît pas l'anatomie de notre corps, on sait pas où est notre plaisir, on sait pas le dire, on sait pas, je parle pas pour tout le monde bien sûr, mais il y a quand même tout ça qui est en ligne de fond. Plus bien sûr notre culture à nous, judéo-chrétienne, qui est bien ancrée là quand même, qui est toujours là, et donc cet ensemble fait que on n'ose pas. On n'ose pas dire ce qui nous plaît, on n'ose pas dire parfois ce qui nous fait peur. Le consentement, c'est quoi ? Tu vois, si on parle de consentement partout aujourd'hui, mais franchement, le consentement, si je te pose la question, c'est quoi pour toi le consentement ? Tu définirais le comment ? Est-ce que tu le sais, toi ? Si j'avais une définition à te donner, je dirais mon envie ou pas. Ouais, il y a déjà l'envie, oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça, c'est un accord. C'est un accord d'abord qui est volontaire et éclairé d'une personne à participer à une activité ou à accepter une proposition. Donc ça, c'est le consentement, on va dire, général pour tout. Maintenant, il y a quand même 5 points essentiels. Alors, quand on parle de sexualité, c'est vraiment super important parce que d'abord, c'est volontaire. C'est-à-dire, c'est toi qui dois donner librement et surtout sans pression autour. Ensuite, c'est éclairé. Tu dois comprendre ce à quoi tu consens. Donc, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire ou tout ce qu'on te demande de faire. Et d'accepter ça, bien sûr. C'est spécifique. Ça concerne l'action qui est en train de se passer maintenant. Donc, c'est singulier à la situation. C'est-à-dire que la même situation, elle se reproduit le lendemain ou le surlendemain. C'est pas forcément... Ça sera autre chose. C'est réversible. C'est-à-dire, tu peux dire stop. Consentement, c'est stop. Je dis stop, ça ne me va pas. Et c'est OK. Et puis, il faut de l'enthousiasme. Tu vois, il faut que ce soit quand même... Il n'y a pas d'obligation, quoi. Il faut que ce soit du cœur, quoi. Donc, vraiment, ce qui est indispensable, c'est vraiment de se respecter soi-même et de ces limites que l'on met à soi. Et au-delà des limites que l'on met aussi, c'est de le dire.
de pouvoir le dire. Et ça, c'est pas forcément évident quand tu es... tu vois, t'es face à quelqu'un, déjà, t'es dans une situation dans l'intimité, tu dois dire... voilà, donc ça peut prendre du temps, quoi. Faut pas se précipiter. Oui, c'est ça. Et voilà. surtout apprendre à se connaître aussi avant toute chose. Bah ouais, pour moi, c'est d'établir une relation qui est saine avec l'autre et surtout, c'est de communiquer. Et tu nous parlais de tes ados juste avant. Justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux parents qui nous écoutent, ou en tout cas une ou deux pistes? À quel âge on parle de sexualité avec ses enfants? Est-ce qu'il y a un bon, un mauvais moment? Je crois qu'on peut en parler à n'importe quel moment. Ça fait partie de la vie, la sexualité fait partie de la vie. L'enfant, il découvre son corps très très tôt, donc on peut lui expliquer son corps, de quoi il est composé, de quoi est composée son anatomie, comment ça fonctionne. Pourquoi mettre des limites à ça? Simplement, ce sont nos propres limites que l'on met par rapport à l'explication qu'on en fait à nos enfants. C'est tout. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'âge, bien sûr. Je pense que très tôt, on doit dire à l'enfant qu'il a son corps, il doit le respecter, qu'il n'y a que lui qui peut toucher son corps, personne d'autre ne peut le toucher. Donc de lui dire simplement des premières choses comme ça, où il doit se sentir responsable, et c'est lui qui doit dire, et quand il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir le dire, simplement avec les mots qu'il a. Et peut-être rendre ce sujet... plus facile d'accès que ce qu'on pouvait le faire avant. Oui, je sais pas. Est-ce que tu as regardé tes livres de sciences nat? Nous, ce qu'on avait, à mon époque, il n'y avait même pas de clitoris, tu vois. Ouais. Il est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que c'est quand même l'organe du plaisir féminin. Donc c'est quand même un truc, non, sans ça, on ne montre pas, quoi. Hein. On avance petit à petit. Petit à petit, ouais. Et est-ce que les femmes sont quand même plus sensibles à ce sujet que les hommes? Dans tes ateliers, par exemple, tu rencontres autant d'hommes que de femmes? Alors dans les ateliers aujourd'hui, donc ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on fait des ateliers, il y a une population mixte entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. La curiosité, elle est aussi importante d'un côté comme de l'autre. Se poser comme ça sur un sujet sans qu'il y ait de notion de résultat. C'est des ateliers où vraiment la parole, elle est ouverte pour tous, où on s'exprime un peu avec le cœur, quoi, et avec notre propre expérience. Chacun amène son expérience. Et c'est le fait de partager chaque expérience au groupe qui enrichit et qui permet de voir que on n'est pas le seul à penser ça. Il n'y a pas qu'une seule solution, il n'y a pas qu'une source de plaisir, il n'y a pas qu'une manière de faire l'amour, il n'y a pas qu'une manière d'être sensuel. Il y a plein de solutions, il n'y a pas une solution unique, une relation unique. Et que tout le monde apporte sa propre expérience, et ça permet comme ça d'avoir « Ah oui, tiens, dis donc, j'avais pas pensé à ça ». Voilà, donc ça permet d'ouvrir le débat. De quoi vous parlez, par exemple, dès le début, quand tout le monde arrive? C'est quoi le sujet d'accroche? Alors déjà, tout le monde sait qu'on vient pour un sujet qui est lié à la sexualité. Oui. Alors on a un programme qui est établi, donc on a parlé des fantasmes, on a parlé parole de corps, c'est-à-dire quand le corps parle, l'intelligence érotique. Et là, dernièrement, on a parlé sexualité et amour. Donc on a posé la question, c'est quoi la sexualité et l'amour pour vous? Donc ce sont des ateliers qui sont très, très interactifs. L'idée est de parler, d'ouvrir le débat sur un sujet, de faire des expérimentations ou des dialogues à deux, donc qui communiquent à deux pour être plus dans l'intime, pour être moins dans le groupe, moins exposé au groupe. Et puis ensuite, on fait des retours en grand groupe sur le sujet. Donc c'est vrai que la fois dernière, c'était super intéressant. On a parlé, mais c'est quoi l'amour et la sexualité? Qu'est-ce qu'on met comme mot pour mieux comprendre ce qui nous anime, ce qui évoque une relation respectueuse, ce qui stimule aussi, qui stimule nos sens, voilà, ou alors ce qui parle de brutalité, ou qu'est-ce qui pourrait nous faire peur aussi. Vous abordez vraiment beaucoup de sujets différents, quoi. On aborde beaucoup de sujets différents. Si besoin est, on aborde aussi des techniques ou des méthodes, ou partager certaines explorations que certains peuvent faire aussi. Voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas mettre de tabou autour de tout ça. S'il y a des questions, donc il y a Diane et moi, on peut répondre, on est tous les deux sexothérapeutes et on peut aussi évoquer certaines problématiques sexuelles que certains peuvent rencontrer. Donc parler un peu plus de clinique ou parler un petit peu plus
de difficultés qui peut exister aussi, et c'est ok. Je veux dire que c'est pas parce qu'on rencontre des difficultés, on est tous singuliers, donc forcément, on a tous des choses à amener différentes, on peut en rencontrer, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir une sexualité qui soit épanouie. Et est-ce que le rapport à la sexualité et à l'amour a changé depuis qu'on aborde beaucoup plus ouvertement l'homosexualité ? Est-ce que tu ressens quelque chose de différent ? Est-ce que le rapport est différent ? Non, moi je ne trouve pas. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une ouverture sur la société, sur l'évolution de la société. La société, elle a évolué d'une certaine manière. Ok, c'est là. Donc moi, en tant que thérapeute, j'accueille ce qui est là. C'est pas pour autant que, peu importe le choix des personnes qui sont leur choix et leurs décisions, c'est pas pour ça qu'elles ne rencontrent pas des problématiques de relations avec les autres, avec toutes les questions que ça peut poser, parce qu'une vie sexuelle peut parfois être effrayante, quoi. Quand on est avec quelqu'un dans une relation intime, lâcher prise, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément facile. D'ailleurs, on parle de lâcher prise, c'est quoi le lâcher prise ? Ah, justement, ça c'est une bonne question. C'est quoi le lâcher prise ? On en entend à toutes les sauces. Voilà. Alors le lâcher prise en sexualité, quand tu es dans l'intime avec quelqu'un, c'est quoi ? Alors moi je dirais que d'abord, le lâcher-prise, la définition générale du lâcher-prise, c'est comment peut-on contrôler, ses émotions, se défaire de ses propres habitudes de pensée, et de comportement, pour se reconnecter à soi. Alors quand tu le réfléchis dans une relation intime, amoureuse qui démarre et tout ça, généralement, c'est pas forcément super simple. Toi, je te pose une question. Tu vois, un homme te propose, va te coucher avec toi, et t'en as envie. Jusque-là, voilà. Mais sur l'instant, tu vas dire non, quoi. Même si tu en as envie, parce que tu vas peut-être t'interroger en te disant qu'une femme, par exemple, les injonctions qu'on peut avoir de nos mamans, de nos arrière-grand-mères, de nos grands-mères, une femme, ça couche pas avec un mec le premier soir. Tu peux te dire ça, ou pas. Tu vois, d'avoir un lâcher-prise sur ce type d'injonction qu'on a depuis la nuit des temps, et de se dire... je prends un peu de recul à ce type de choses, à ce type d'introjet que j'ai dans la tête, et je me dis plutôt, je ne dis pas que je devrais coucher le premier soir, impérativement, mais plutôt je me dis que j'ai le droit d'avoir le choix. J'ai le droit d'avoir un choix libre, qui soit éclairé, qui soit sécurisant pour moi, et surtout qui me fasse plaisir. C'est différent quand même. On est dans une autre approche complètement. Voilà. Et donc, je pense que notre manière de voir les choses ou d'envisager les choses, c'est de se voir ça. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui fait que je ne me mets pas en insécurité ? Qu'est-ce qui fait que je me respecte ? Donc voilà, c'est pas tout à fait, la même chose. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est aussi lorsque le corps... Enfin, on peut pas séparer le corps du mental. Pour moi, ils doivent être en phase. Donc, c'est pas facile quand tu es dans le stress quotidien, t'as le mental qui te domine. Comment on peut faire ça pour justement dissocier les deux ? Ça, je pense que c'est un boulot. C'est comme le sport, quoi. Ça demande un petit peu de pratique, d'entretien. C'est comment être dans le moment présent, comment on évite de ressasser les pensées. Tu sais, les pensées parasites qui arrivent, tu fais un truc, puis tout d'un coup, t'as la liste des courses, le machin qui arrive. Alors quand t'es en pleine action avec quelqu'un, t'as les pensées parasites qui débarquent, et là tu te dis non, au secours. Donc c'est sûr qu'il faut apprendre à s'ancrer dans le corps. Vraiment, si j'ai peut-être un tips à donner, c'est vraiment respirer, quoi. Ouais. Apprendre à respirer, dans n'importe quelle circonstance, d'ailleurs, pas que là, mais apprendre à respirer pour s'ancrer, pour ancrer son corps dans là où il est, le ici et maintenant, pour que, déjà, laisser passer les pensées parasites, on fera les courses plus tard, c'est pas le moment d'y penser, ou autre chose, et de faire avec ce qui est là. Mais bon, c'est vraiment un entraînement, quoi. Se reconnecter à soi, c'est un entraînement, mais en effet, si, tu vois, là, moi, je suis consciente que je suis avec toi, maintenant, là, qu'on passe un bon moment, qu'on parle de sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. J'ai un micro dans les mains, je me dis, oh là là, comment ma voix... Alors, c'est vrai, je me dis, tu vois, j'ai des pensées là qui arrivent, comment ma voix va passer, est-ce qu'elle tremble pas, parce que quand même, il y a un petit peu d'anxiété, voilà, tu vois, tu peux te poser. Ah ouais. Mais non, là, je fais... Cette pensée limitante. Je respire, je me remets là. Et donc, c'est pareil, quoi. Tu vois, imagine, dans une relation sexuelle,
Tu vois, il y a aussi le regard de l'autre. C'est impossible d'échapper au regard de l'autre dans une relation intime. Comment on fait avec ça ? Bah, c'est pour ça que ça marche à deux finalement, non ? Ouais, tu vois, on est parce que là, on n'est plus seul. Hein. Là, on n'est plus seul, on est à deux. On n'est pas à l'abri d'expression des jugements de la part de l'autre, déjà. Donc, il faut que la relation soit faite, il faut qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit harmonieuse, il faut qu'il y ait de la communication, il faut que l'autre apprenne à apprendre l'autre. C'est là qu'il faut aussi faut regarder l'autre avec bienveillance, parce qu'on passe un moment heureux avec l'autre. On n'est pas là pour se taper dessus. En principe, dans une relation, il faut que ce soit rassurant, il faut qu'il y ait de la confiance en soi et en l'autre pour que les choses se passent bien. Et pour ça, il faut communiquer, il faut se parler. Mais et tu peux aussi aimer en ayant aussi ces pensées parasites. Tu peux aussi, c'est ok quoi. Si tu les as, tu peux aussi dire oh là, moi j'ai des pensées qui arrivent. Ça peut aussi être des fantasmes. Ouais, voilà. Hein, ça peut ne pas être que je dois faire la liste des courses, ou de quoi j'ai l'air si je vais jouir, ou alors j'ai pris du bide, là il va voir mon bide, ou alors, enfin bon bref, tu vois, t'imagines quoi. Donc c'est là que le partenaire intervient, et c'est là que c'est important de bien communiquer avec son partenaire, et de oser dire ce que l'on souhaite, qui on est, et comment est-ce qu'on a envie aussi. Donc il y a une vraie différence entre la sexualité de couple, finalement, et sa propre sexualité perso. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre les deux ? Déjà, pour une bonne sexualité, on va dire, entre guillemets, perso, je crois que première des choses, c'est se connaître soi. Connaître son corps. Comment il fonctionne. Quel est son rythme. Comment fonctionne ton corps dans une réponse sexuelle. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Et c'est vrai que si tout le monde ne connaît pas les différentes étapes, mais en connaissant les étapes, tu peux connaître ton corps, tu peux connaître ton rythme, tu peux en parler à l'autre aussi connaît son rythme. On ne vit pas la même chose au même moment. Un homme ne jouit pas au même moment qu'une femme. Il n'a pas forcément les mêmes envies et que les durées des étapes sont différentes en fonction d'un homme et d'une femme. Tiens, par exemple, une réponse du cycle sexuel, c'est... Après avoir eu un orgasme, il y a une période de restabilisation et il y a une période où l'homme a besoin d'un certain temps pour redémarrer un cycle, alors que la femme, elle n'en a pas besoin. Tu sais, c'est généralement là où l'homme s'endort. Tu vois, elle s'endort, la nana, tu dors tu dors, et l'autre, il répond pas, il y a déjà... Non, enfin bon, j'exagère, je ne suis pas bienveillante. Donc, tu vois, cette période-là, si toi, en tant que femme... Tu sais que c'est chez l'homme et qu'il ne peut pas faire autrement. Physiologiquement, tu accueilles ça. Et tu dis, je vais lui laisser reposer et puis voilà, on repart ou on repart pas. Mais on en parle. Tout comme les préliminaires, donc ces premières phases d'excitation, où la période d'excitation est généralement plus longue chez la femme que chez l'homme. Et en plus, ces périodes d'excitation sont plus longues avec l'âge. Donc ça peut, chez la jeune femme de 20 ans, ces temps-là peuvent durer 2-3 minutes, ça peut être court, aussi court que l'homme. Chez une femme plus âgée, de 40, 50 ans, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Donc tu vois, si tu ne sais pas ça, comment tu peux être en harmonie avec la personne avec qui tu es pour vivre une relation épanouie ? Mais qu'est-ce qui peut apprendre tout ça ? Où est-ce que les jeunes femmes, comme les femmes beaucoup plus mûres, peuvent apprendre tout ça ? En faisant aux ateliers du boudoir, par exemple, déjà. On y gagnerait du temps. On gagnerait du temps, on gagnerait beaucoup de choses. Et surtout, moi je dirais à l'école, l'éducation sexuelle est super importante. Alors il y a pas mal de bouquins qui existent et qui parlent de ceci, qui parlent de sexualité avec des mots simples, parler de plaisir, parler de son désir. Mais c'est pas simple. C'est pas simple de dire oui, je te désire et moi j'ai envie de passer un moment avec toi, mais j'ai envie de faire ça, mais pas. Enfin voilà, de donner. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc c'est de l'éducation, c'est du temps, surtout se connaître soi avant tout, connaître ses propres envies pour pouvoir mettre des mots dessus et de pouvoir le partager avec la personne avec qui on a envie de passer un moment intime. Sachant qu'on peut dire stop à n'importe quel moment dans ces conditions. Si tu as envie juste d'un épisode de câlin, par exemple, sans aller plus loin, de se prendre dans les bras, et pas forcément aller plus loin, c'est ok, quoi. Et ça sera pourtant un moment de partage d'amour, et c'est une manière de faire l'amour aussi.
Et est-ce que tout ça, en tout cas la liberté de parole des femmes aujourd'hui, par l'intermédiaire du MeToo, est-ce que ça a rendu la sexualité différente ? Est-ce que ça l'a rendue moins présente ? Alors moi, je suis pas forcément dans la mouvance de MeToo. Moi, je pense que ça a une bonne chose. Ça a pu mettre, en tout cas, d'ouvrir le débat. Déjà, de pouvoir mettre en avant les violences sexuelles qui sont beaucoup plus importantes qu'on peut l'imaginer, parce qu'il y a de la violence sexuelle qui existe, et parfois on ne sait même pas, pour certaines personnes, dire que c'est de la violence sexuelle. Donc mettre des mots dessus, de savoir ce que c'est exactement, déjà c'est super important, quoi. De pouvoir parler plus facilement et de savoir mettre des mots sur le consentement, de savoir qu'on peut dire stop et que c'est ok. Tu vois, d'avoir un peu un état d'esprit différent pour aborder le sujet. Non, surtout la violence sexuelle, c'est pas possible dans notre monde aujourd'hui. Et il faut savoir de quoi on parle, quoi. Ça a permis une ouverture, d'ouvrir le débat. Rien que ça. Tu vois, on n'en parlerait pas aujourd'hui toutes les deux. Je pense que si ce débat n'avait pas été émis par MeToo, mais ça a été avant, quoi. Il y a quand même eu la liberté sexuelle dans les années 60. Ça a démarré déjà. Nos mamans et grand-mères aussi ont contribué à arriver à aujourd'hui à parler de ça plus librement. Mais même encore aujourd'hui, quoi. C'est pas normal que des femmes subissent des violences sexuelles encore aujourd'hui dans notre société actuelle, quoi. Et pourtant, il y en a tellement. On entend aussi parler d'un autre phénomène, des personnes qui n'ont pas de désir. Est-ce que tu reçois des personnes qui sont dans cette situation-là ? Est-ce que le désir se développe aussi ? Alors, je dirais que le désir, c'est comme... alors, l'autre jour, j'ai dit à un client, mais le désir, c'est comme le chocolat. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne sait pas quel goût ça a, et plus on en mange, plus on a envie d'en manger. Là, je parle pour moi. Voilà. Et le désir, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est comme le sport. Plus on en fait, plus on trouve ça facile, plus on a envie, plus on est expérimenté, plus on a envie de découvrir d'autres choses. Donc, c'est vraiment, c'est un sport, je dirais. Un sport qui s'entretient. Voilà, ça s'entretient. Alors oui, bien sûr, j'ai des personnes qui viennent et qui disent « j'ai pas de désir ». Je veux dire que ça a toujours existé, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, le désir vient aussi en se connaissant soi-même. Je le disais tout à l'heure, connaître son corps, connaître sa sensibilité. Est-ce que, par exemple, je leur dis, est-ce que vous avez passé du temps à prendre connaissance de votre corps ? C'est-à-dire juste, par exemple, se caresser la peau, l'avant-bras, des mains. En restant comme ça, en se caressant un peu, et de sentir les sensations que ça fait. Je dirais que quand on n'a pas de désir, c'est peut-être qu'il faut... J'imagine qu'il faut peut-être être curieux et aller à la rencontre de sa propre personne, parce que le désir, il est là, de toute façon, il attend. Il attend. Il attend qu'on le cultive. Et est-ce qu'il y a des générations qui sont plus propices à échanger ou pas ? Et comment en parler ? Est-ce que tu as des techniques d'approche ? Écoute, il y a des supports qui existent, qui sont rigolos, des jeux de cartes notamment pour découvrir la sexualité. Alors j'ai plus les noms en tête, puis je vais pas faire trop de pub non plus. J'ai plus les noms en tête, mais il y a des jeux de cartes, il y a des supports qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment très très bien faits. Des jeux de cartes se distribuent, chacun lit sa carte. Il y a des associations aussi qui ont des jeux de cartes vraiment orientés là-dessus. Et donc, oui, bien sûr que tu as non seulement des générations qui réagissent différemment, et puis en fonction de ta propre personne et de sa propre sensibilité aussi aux choses, et sa propre connaissance, et sa propre envie. Mais quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on peut avoir des a priori, des injonctions, et dès lors que... voilà. Donc, il faut faire des expériences, mais toujours dans un environnement sécurisé et surtout bienveillant. Ouais. De savoir où on est, avec qui on est, quoi. Voilà. Et du coup, ta prochaine date d'atelier, c'est quand ? Alors, c'est au mois d'octobre, c'est au 1er octobre, mardi 1er octobre. Et ça dure combien de temps ? Donc, ça dure 3 heures, parce que, voilà, il faut 3 heures, le temps de se mettre, je dirais, dans l'ambiance. Non, le temps de se connaître un petit peu, puisque c'est un groupe, on est entre 6 et 10 personnes à chaque fois. On le fait dans un endroit qui est un endroit cosy, agréable, qui est vraiment un espace très, très, très sympathique, très au calme,
Ça dure 3 heures, de 18h à 21h. D'accord. On demande une petite participation, mais on a mis toutes les informations. On a un site internet qui s'appelle lesatelierduboudoir.com. Donc là, on retrouve toutes les informations avec le programme sur chaque atelier. Donc si ça vous intéresse, faut pas hésiter. Voilà, faut pas hésiter à en parler. Je vous remettrai vraiment toutes les informations de ces ateliers juste en dessous de l'épisode. Là, on est dans cet endroit justement tout doudouille. C'est très chouette, je vous le conseille. En tout cas, Valérie, merci d'avoir abordé un peu ce sujet tabou ou je l'espère bientôt plus avec nous. Valérie, merci. Merci beaucoup Camille, merci à tous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé. Ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.